candidat. Bourgeois. Attends. Ouais, Dax. Immergé dans les conditions matérielles historiques. Ah oui, on y est encore. C'était un joli pavé. On leur dit De la classe moyenne et du prolétariat. dans les conditions Matériel historique de la classe moyenne et du prolétariat. Virgule. Se verront Attends. Côté interaction, c'est hyper important. leurs biens immobiliers. Allez. C'est l'histoire avant que, après ça, elles deviennent trop rares. Une maison d'édition, parce qu'elle a connecté 1 million de gens. Oui, 1 million, c'est vraiment beaucoup. Elles deviennent connues. D'accord. Oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions flottent au-dessus de nous. Il y a de l'émotion partout. Il y a de l'émotion dans ce qui a eu lieu et dans ce qui n'a pas eu lieu. Dans ce qui a existé, dans ce qui n'a pas existé. Dans ce qui existera, dans ce qui n'existera pas. Il y a de l'émotion. Une émotion ardente, brûlante, qui se cache. C'est à la fois une fureur et à la fois une invitation. C'est une émotion timbrée de peur. C'est une émotion lourde et puissante. L'émotion est là. Elle est là. Elle est lourde et puissante et elle est là, bien présente. L'émotion n'a pas besoin d'exister pour avoir lieu. L'émotion a un nom, Soleil Rouge. L'émotion, c'est une maison d'édition. Des auteurs, des autrices qui ont traversé ces murs, ces grands murs de Soleil Rouge. Combien de jeunes gens se sont émus en entrant pour la première fois dans cet endroit? Je serais bien en peine d'en donner un nombre exact. Et pourtant, l'émotion est là, intacte. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, chers avenirs, chers amis, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous avons rêvé. Rêvé à quoi, je ne sais pas précisément, mais des noms sont sortis de ce rêve, des noms ont été rêvés, beaucoup de noms. J'ai oublié de me présenter, pardon. Karl Marx, enchanté. Merci. L'émotion. L'émotion ardente et brûlante, je vais maintenant la passer à la personne qui se trouve à ma gauche. et non pas à droite. Et non pas à droite, jamais à droite. Nous avons là sur le paperboard noté des mots de gauche. Hein. À tout moment, si vous souhaitez en rajouter un mot qui vous semble vraiment de gauche, n'hésitez pas. La personne qui se trouve à ma gauche, elle a traversé les grandes steppes du parc Elie Wiesel. Ces grandes étendues désertiques à la rencontre d'entités qui ont écrit. Je vous laisse la parole. Vous êtes, pardon? Je vous laisse la parole, Olga. Merci. Merci beaucoup, beaucoup d'émotions. Merci Karl. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu et ça fait du bien, c'est vrai. Voilà, cette maison d'édition est faite pour abriter tous les auteurs, tous les performeurs, tous les danseurs qui n'ont pas eu lieu, mais qui sont dans vos têtes et que nous avons collecté toute cet après-midi durant, à Paris, et qui nous racontaient un roman qui les avait marqués de Anastasia
Verjanov. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a quand même marqué toute une génération. Vraiment un parcours torturé, tortueux et plein de tortues également. Elle était absolument fan de tortues toute sa vie. Alors le roman raconte l'histoire d'une jeune femme qui fuit l'Ukraine pour aller en Islande. Sorry, it's my English. Ireland, you know. Elle se réfugie en Islande, donc, où elle fait la connaissance d'un musicien qui l'a beaucoup marqué, avec lequel elle fait des musiques, mais des musiques particulières, des musiques qui mêlent à la fois les souvenirs de guerre et le ressac de la mer, comme ça, qui est sur toutes les bordures de l'Irlande. Islande, pardon. 2 îles. C'est une musique qui est faite pour montrer comment dire la houle du monde, le bruit du monde qui s'en va et qui revient, et qui fait penser à ce petit instrument dont elle me parlait, la femme, qui est l'instrument, je ne sais pas, qu'on voit beaucoup à Montpellier, qui apparemment maintenant est catégorisé comme appartenant au... Comment on dit en France? Percussion. Babacool. Percussion babacool. Je ne sais pas si vous voyez justement cette espèce de dos de tortue. On y revient toujours, tout fait lien, tout fait sens. Ce dos de tortue sur lequel on frappe et qui fait des bruits un petit peu de mer, comme ça, voilà. Je vous en prie. C'était tout pour notre travail d'anthologie, de réunir en fait, des techniques de résistance de tous ces artistes qui ont subi évidemment l'oppression, la répression, la censure, mais qui, par l'art, par l'écriture, par les techniques aussi de peinture, de sculpture, de danse, tout type d'écriture, ont su porter haut le langage de la résistance. Et à cet endroit, je pense notamment au groupe d'activistes performeurs en termes de théâtre immersif, les Vicieux des Steppes. Les Vicieux des Steppes sont une soixantaine de jeunes moscovites, donc fictifs, qui ont pris l'exil à Bruxelles et dont l'idée principale est de faire payer leurs impôts aux plus grands écocidaires. Et pour cela, ils mènent plusieurs types d'actions, toutes fondées sur le principe de la participation immersive. Et leurs 3 grandes actions qui ont pu avoir lieu et qui ont mené à vraiment des démarches d'obéissance de bourgeois ont pu avoir lieu. Donc on dénombre 3 grandes actions. La première, ils ont réussi à rédiger de grands plans de financement et de nationalisation sous l'effet de stupéfiants, lors de grandes orgies au champagne, donc lors de sommets européens et internationaux pour l'écologie. Et donc sous l'effet de ces stupéfiants, ils ont réussi à convaincre une partie des décideurs et des écocidaires à soulever l'impôt. Je crois que Karl y était. Oui, Karl, vous y étiez d'ailleurs, vous étiez celui qui distribuait les stupéfiants. Grosse soirée. Oui, une deuxième action absolument notable et forte de son succès, Gauchlanta, qui est une télé-réalité qu'ils ont mis en place, qui promet aux vainqueurs de ce Koh-Lanta de la gauche, qui promet aux vainqueurs une forme d'exonération fiscale, donc ce qui a permis à de nombreux candidats de postuler. Et donc, à travers plusieurs épreuves, ils seront mis à l'épreuve tout au long de cette télé-réalité, donc des épreuves très difficiles qu'on a pu retrouver, telles que obtenir son RSA, boucler ses fins de mois, trouver un job après 60 ans, trouver un CDI avant 30 ans, trouver un logement sans garant à Paris, enfin toutes sortes d'épreuves impossibles dans lesquelles toute cette bourgeoisie a pu être immergée dans cette télé-réalité. Et enfin, une troisième grande action qui a connu un succès effectivement et à la fois politique et artistique, c'est des stages offerts donc, à la grande bourgeoisie, donc sous forme d'escape game pour sortir de la précarité. Donc, avec évidemment une contrainte bourgeoise qui s'implique, celle de la réussite et de l'injonction au mérite, qui étaient donc 2 grandes difficultés à laquelle ils étaient confrontés.
Ces stages ont duré entre 1 et 6 mois et à l'issue desquels les candidats bourgeois qui étaient immergés donc, dans des conditions matérielles historiques de la classe moyenne ou même du prolétariat, voilà, n'ayant pas convaincu les jurys, étaient finalement éliminés et on se voyait confisquer leur patrimoine immobilier, ce qui était évidemment d'une grande violence et en même temps d'une grande prise de conscience. Donc je vois à travers cet acte finalement la tentative de faire un pont en fait entre les besoins et les réalités révolutionnaires et l'art. Et c'est vrai que ça a été notamment une des œuvres qui nous a été transmise anonymement cet après-midi. Voilà, donc on est très heureux d'avoir collecté cette information et on va la conserver précieusement évidemment pour... Alors, tous les jeunes, les soixantaines sont évidemment morts et enterrés aujourd'hui. Ouais. Pour continuer entre ce pont entre disons la haute bourgeoisie et la vie plus modeste, disons, j'aimerais simplement vous parler assez rapidement, parce que c'est plutôt de l'ordre d'un teaser que d'un résumé, d'un livre assez précieux qui m'a été transmis, qui a été écrit par M. Seydou Diakhaté, qui s'appelle « Le football d'un attaquant ». Alors, c'est intéressant parce qu'on peut penser que ça fait absolument partie de notre monde à nous. Excusez-moi, on devait accueillir Nina pour une présentation de 47 secondes de Smirti. Nina, si vous voulez bien juste, voilà. Alors, oui. Karl Marx l'a bien compris, il a dit il y a le temps limite 40 secondes, parce que quand j'ai approprie le micro, comme vous voyez, je ne relâche pas. Et donc, comme ça, j'ai terminé. Qu'est-ce que c'est Smirti? Smirti, c'est un livre qui attend encore la publication en France, dit tous les sortes de mauvaises traductions. C'est en anglais, en américain cette fois, et en serbe, qui est ma langue maternelle. Mais Smirti, ça veut dire trois choses, au moins trois choses dans le dictionnaire de sanskrit. Déjà, ils sont le savoir qui les vieilles transmet oralement sur le gène, mais c'est pas dans les scriptures, c'est pas dans l'esprit. Au positivisme. Bravo Nina, merci beaucoup. Je rebondis sur l'Ukraine, la Serbie, parce que il faut rebondir, n'est-ce pas? Tout est affaire de rebond, tout est lié et tout fait sens. Il y a 130 ans, et non pas 150, on avait un terme énorme en Europe de l'Est. L'acte anarchiste est en réaction à la subjugation de l'Europe de l'Ouest. Ce n'est pas une histoire d'amour. Les Serbes sont les descendants des Ukrainiens et non pas du jambon ibérique. La parole devient vraie puisque les anarchistes sont toujours à la recherche du réel. Gabriel Princip, le bosniaque, on a eu marre de l'oppression et du trucage de l'histoire. Les anarchistes sont anticolonisateurs. Ce postulat est vrai et s'oppose au faux dont découle le colonisateur nécro-capitaliste. Ça c'était un témoignage de cet après-midi, mais j'aimerais simplement continuer cette petite histoire qui a été coupée par deux autres histoires. Non, mais c'est très intéressant le néo-capitalisme, etc. Mais parlons de notre qualité, c'est-à-dire le football. Le football, notre qualité. Donc en fait, simplement, ce petit roman, c'est l'histoire d'un homme, Diakhaté, qui réussit dans le football, qui gagne beaucoup d'argent, achète beaucoup de voitures, beaucoup de vêtements avec tout ça. Et un beau jour, un jour de joie en pleine compétition, sa famille l'appelle et lui dit, il faut que tu rentres à la maison, quelque chose s'est passé. Et donc un peu l'intrigue de l'histoire, c'est qu'est-ce que ça va être ce quelque chose qui va faire que il va devenir un des auteurs de Soleil Rouge. Qu'est-ce qui va faire passer dans la trajectoire d'un footballeur à une forme de résistance underground. Voilà, merci beaucoup.
il y a quelque chose qui s'est fait un peu malgré lui, c'est-à-dire que depuis sa naissance, il est né le poing levé. Et toujours, il avait le poing levé. Et malgré lui, en fait, il s'est fait... il emmenait les gens le suivaient. Et il emmenait les foules, il pouvait jamais passer inaperçu, suivre sa petite fille. Non, non, il était obligé d'emmener tout le temps tout le monde avec lui. Et à terme, en fait, on ne voyait même plus son poing levé, puisque tous les poings étaient levés. Donc voilà, donc ça c'est quand même une de nos petites pépites parce que c'est une autre forme d'écriture et même parfois non voulue. Donc voilà, on s'est même posé la question à quel point ça finissait par être un handicap malgré lui. Voilà, enfin c'est un homme. Ah oui, si je vous ai pas dit, a priori certains échos disaient que c'était le petit-fils de Staline. Ça c'est pas confirmé. Mais c'est certaines petites bribes, voilà, dans les témoignages qu'on a reçus qui restent comme plein de choses de l'histoire passée, un petit peu dans le flou, ou en hypothèse. Les Guerilla Girls, c'est un groupe de plasticiennes donc, qui avait cet effet de groupe qui était d'abord, voilà, l'identité même de ce groupe d'activistes, mais qui était en réalité composé d'une seule femme avec ses chats, Everest. Donc c'est son nom de code, hein, car elle a souhaité rester anonyme. Et Everest était aspirante au poste de présidente des États-Unis. Et donc, de par cette ambition politique, par ailleurs, c'est une femme qui était connue pour son élégance, notamment par son port de tête et ses lunettes qu'elle portait en permanence d'une manière extrêmement gracieuse. Et on lui disait toujours, mais voilà, quel visage, quelle élégance, et quelle façon de porter des lunettes, quelle vision du monde. Et en fait, ça lui a donné une idée, parce qu'elle savait bien que dans le monde tel qu'il existait, la présidence des États-Unis ne lui était pas accessible. Et donc elle a décidé... peut-être ça peut être un mot d'une même voix, je pense. Je vous invite donc à venir vous rapprocher du micro pour parler ensemble d'une même voix, parce que la voix des absents, elle n'est donnée à aucun d'entre nous, elle est partagée, elle est la voix des murmures, la voix des renacles, la voix des bruits gutturaux qui parfois nous enterrent, nous enserrent, elle est voix de... Voilà, elle est voix de... Oh, elle est voix de... Lactée. Elle est... Voilà. Elle est voix dessus. Elle est voix. Elle est voici quoi. Voici voilà quoi. Nous avons collecté, ça fait plusieurs mois qu'on collecte quand même plusieurs récits d'auteurs fictifs de résistance d'Europe de l'Est. On a toute une collection qui commence à s'épaissir au fur et à mesure des mois. Et on en est très heureux. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé cet après-midi. Voilà, et dernière chose, effectivement, tous les gens dont vous avez entendu parler au cours de cette restitution, malheureusement, sont morts dans les camps. Merci. Juste pour terminer, toute cette performance cet après-midi, on a décidé de lever un petit fonds pour le cinéma La Clé, un cinéma dans le 5e arrondissement, qui se bat en fait pour racheter les locaux et rester un cinéma associatif et rester un bien commun, sinon ça va devenir un Carrefour City dans le 5e. Et donc voilà. Counting my dresses with setting sessions, no fixins on my nose and my hashes. There are a few of my favorite flies. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and it all feels so bad. Raindrops and robins and whiskers and peaches, one cup of peaches and one bowl of peaches, home paper packages tied up with strings.
flightless and guns and leaders. One is a flight with another wings. They're not a few of my favorite things. Cursing with graces, whispered satin sashes, snowflake dance them on my knees and my lashes. Simple white wings end up begging to squeeze. They're not a few of my favorite things. Through the dark times, when the beast tears, when I'm feeling inside, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite avoir lieu. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants, c'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force et par tous les moyens possibles faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ultérieurement avoir lieu et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force, parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés où ce sera le règne enfin de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement, où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle fera merveille pour produire des armées et des cuirassés. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments, mais des produits de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirées de force, et par synthèse aux résistances d'une nature qui de la guerre n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre! N'est-ce pas? Vive la guerre! Car, n'est-ce pas, ce faisant, la guerre que les Américains ont préparée, et qu'ils préparent ainsi pied à pied, pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever, il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés, de là, ce sperme, et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite avoir lieu. Car nous avons plus d'un ennemi qui nous guette, mon fils, nous, les capitalistes nés, et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien, mais je ne savais pas les Américains un peuple si guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups,
Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre, mais ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks et d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre des machines, mais je n'ai vu qu'à l'infini, derrière les hommes qui le conduisaient, en face de ce peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée, j'aime mieux le peuple qui mange à même la terre, le délire, d'où il est né, je parle des Tarahumaras, mangeant le peuple à même le sol, pendant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, et qui crève la croix afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Tutukuri. Le Tutukuri, le rite du soleil noir. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des 6 croix, très en bas, comme encastré dans la terre-mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rochers. Le rite est que le nouveau soleil passe par 7 points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a 6 hommes, un pour chaque soleil, et un 7e homme qui est le soleil, tout habillé de noir et de chair rouge, tout cru. Or, ce 7e homme est un cheval avec un homme qui le mène. Mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les 6 hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols. Non, pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau. Et à chaque jaillissement correspond le gong de plus en plus sombre et rentré du tambour. Jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir, avec un homme nu, absolument nu, et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher, jusqu'à ce que les 6 hommes aient achevé de cerner complètement les 6 croix. Or, le ton majeur du rite est absolument l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.
calme-toi. Ah, le monsieur, il va chanter. Allez, reste ici. Se termine le rite du soleil noir, commence la recherche de la fécalité. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, mais il a choisi de chier. Comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que, pour ne pas faire caca, il aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Pour exister, il suffit de se laisser à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os, et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Et pour cela, il a sacrifié son sang pour avoir de la merde. C'est-à-dire de la viande. Là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie, là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat, délicatement. Et d'où vient cette abjection de la saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas, mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud, et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaule du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion, Dieu a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes descendus d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révolté et, bardé de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Et que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer
l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, et nous disons alors conscience, du côté de la conscience. Mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors, il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit. L'appétit de vivre à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors, l'espèce de la possibilité me fut un jour donnée comme un grand paix que je ferais, mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'étaient des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité, dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne, de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps est vraiment le réduire à ce gaz puant, mon corps, dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi, je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose, qui soit quelque chose, et que je sens à ce que ça veut sortir, la présence de ma douleur, de corps, la présence menaçante, jamais lassante de mon corps, si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions. Il y a un point où je me vois contraint de dire non, non, alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure, et qu'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater, parce que mon corps
On ne le touche jamais.